Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre web-série qui décrypte les grandes tendances et les enjeux du développement d'une stratégie digitale et omnicanal. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hugues Lorès, qui est associé au sein d'EY Consulting, spécialiste des architectures et des solutions digitales, et Jean-David Belser, qui est avocat associé, responsable du département TVA, douane et fiscalité environnementale au sein d'EY Société d'avocats. Merci à tous les deux d'être parmi nous pour discuter et échanger sur la réforme de la TVA qui est entrée en vigueur au 1er juillet 2021 et qui va fortement impacter les activités e-commerce. Peut-être en introduction, Jean-David, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est l'inspiration, le fondement de cette réforme ? L'inspiration, c'est principalement comme on va dire les 3 ou 4 grandes réformes qui ont eu lieu ces dernières années en matière de TVA. C'est la lutte contre la fraude. Un rapport de l'IGF a mentionné que 98% des vendeurs qui passaient par des plateformes ne collectaient pas, ne s'immatriculaient pas à la TVA et ne collectaient pas de TVA en Europe. Derrière cette inspiration et cet objectif de lutte contre la fraude, il y a bien évidemment aussi un mouvement de modernisation du recouvrement des impôts et d'utiliser l'ensemble des moyens technologiques pour pouvoir collecter et appréhender le bon montant de l'impôt. Pour rentrer dans le vif du sujet, quels sont les piliers de la réforme que vous évoquez ? Alors, il y a principalement deux grandes réformes en matière de règles de territorialité. La première concerne ce qu'on nomme dans notre jargon les ventes à distance intracommunautaires, c'est-à-dire les ventes de biens à destination de ce qu'on appelle des non-assujettis, c'est-à-dire essentiellement des particuliers. Sur cette première partie, la grande réforme, c'est que le seuil de collecte a été relevé pour l'intégralité des États membres dans l'Union européenne à 10 000 €. En dessous de ce seuil, normalement, la collecte a lieu dans le pays de départ. Au-dessus de ce seuil, ça a lieu dans le pays d'arrivée, c'est-à-dire le pays de consommation, le pays du client final. Pour moderniser tout ça, l'administration a mis en place ce qu'on appelle un guichet unique qui permet en fait à une entreprise dans l'Union d'utiliser un seul guichet pour l'ensemble de ses ventes au sein de l'Union européenne, dans l'ensemble des États membres. Ce système permet d'éviter, bien évidemment, de devoir s'immatriculer à la TVA dans chaque État membre où l'opérateur a des clients. Ce qui évite bien évidemment des coûts de conformité fiscale et Hugues en parlera peut-être dans un instant, une difficulté à gérer l'ensemble de ces numéros de TVA dans les systèmes d'information. Ça, c'est la première grande partie de la réforme. La deuxième partie de la réforme, c'est l'introduction d'un nouveau concept qu'on appelle les ventes à distance de biens importés. À distinguer des importations classiques, les importations classiques, ce sont des biens qui proviennent d'un pays qui est situé en dehors de l'Union européenne et qui arrivent au sein de l'Union européenne. Les ventes à distance de biens importés sont des importations à destination de non-assujettis, des particuliers. Donc c'est un petit peu l'équivalent de ce qu'on appelle des ventes à distance intracommunautaires, mais avec un flux physique d'introduction dans l'Union européenne. Sur ces ventes à distance de biens importés, on doit distinguer selon que le bien a une valeur inférieure ou supérieure à 150 €. Il y avait traditionnellement des franchises fiscales, douanières, qui s'appliquaient pour ce qu'on appelle les petits colis. Et la grande difficulté derrière tout ça, c'était de pouvoir appréhender ces petits colis et de pouvoir appliquer la bonne fiscalité. Avec cette réforme, l'idée est éventuellement de pouvoir faire en sorte que les plateformes par lesquelles les vendeurs particuliers aussi passent, qu'elles deviennent en fait redevables de la TVA sur ces opérations, mais on aura l'occasion de revenir sur le sujet spécifique des plateformes. Donc, si on doit retenir 2 grandes nouvelles règles de territorialité et plusieurs cadres, des guichets uniques, certains existaient avec les anciennes réformes et ont été étendus, d'autres guichets uniques, comme celui des ventes à distance de biens importés, ont été mis en place. Un système, bien évidemment, de statut de redevable des plateformes, et on aura l'occasion d'en reparler. Et puis, un régime
adaptées de déclaration de TVA à l'importation. Je me tourne vers vous, Hugues. Quel est votre regard sur la nécessaire adaptation des systèmes d'information pour faire face justement à ces nouvelles obligations, compte tenu de tout ce que Jean-David vient de nous expliquer? Oui, la loi finalement amène des changements majeurs au niveau des systèmes d'information qui sont traditionnellement tirés par le business. On essaye de faire du business et là on s'aperçoit que la régulation, et notamment au niveau européen, amène des nouvelles fonctionnalités implémentées dans ces systèmes, en plus que des objectifs purement business, d'aller chercher du chiffre, grosso modo. Donc cette nouvelle demande, elle n'est pas adressée de manière tout à fait identique par les différents types de systèmes. Donc si vous prenez des systèmes de gestion, on va dire traditionnels, comme les ERP par exemple au niveau financier, là les éditeurs évidemment ont la charge de développer ces nouvelles fonctionnalités pour que leur système soit réponde à la nouvelle réglementation. Malheureusement, en expérience, on sait qu'il y a parfois un délai entre le moment où la loi est votée, voire même en application, puisqu'aujourd'hui elle est déjà en application, et où des versions de ces systèmes sont capables d'adresser ces changements. Et là, les entreprises qui, elles, par contre, sont soumises à la loi, si l'éditeur ne l'est pas, l'entreprise qui fait du commerce, elle est soumise à la loi, va peut-être devoir trouver des contournements à court terme, parfois plus pérennes, pour avoir l'ensemble des données mises à disposition finalement de l'administration fiscale. Donc ça, c'est pour, on va dire, les ERP, les logiciels un peu traditionnels. Et ensuite, dans le monde plus digital, e-commerce, là, je vois un petit peu deux cas de figure. Il y a le cas des sites e-commerce en propre, où finalement une entreprise a son propre site e-commerce, est un opérateur. Bon, là, généralement, beaucoup de ces systèmes sont développés en interne, et ça veut dire que les équipes SI qui développent et qui maintiennent ces systèmes vont devoir intégrer cette nouvelle demande fiscale avec parfois des connaissances dans les équipes projets qui sont très très faibles. Quand on fait du e-commerce, on n'est pas expert en fiscalité en fait. Donc il va bien falloir aller s'assurer qu'on met à la disposition des compétences extrêmement pointues. La description que vous faisiez, Jean-David, était vraiment très précise de ces nouveaux flux d'informations. Il va falloir injecter ça dans les équipes e-commerce. Et enfin, le troisième type de système, je pense qu'il y a peut-être un petit peu la quintessence des complexités qu'on va avoir au niveau SI, c'est les marketplaces. Ces fameuses plateformes dont vous parliez, où là, effectivement, on est à la croisée de tous les flux d'achat-vente, de commissionnaires, toutes ces choses-là. Et là, on a un petit peu l'ensemble des complexités, à la fois métier, fiscal, aussi dans la relation aux clients et aux fournisseurs, mais aussi d'un point de vue SI, parce que ces plateformes sont complexes avec énormément d'intégration avec des systèmes tiers. Donc, d'un point de vue SI, aujourd'hui, on a eu les premières vagues, si vous voulez, au niveau réglementaire, avec la RGPD, par exemple, qu'on a dû intégrer progressivement. Là, avec ces nouvelles lois autour de la fiscalité à l'échelle européenne, on est sur un changement d'échelle. Et de plus en plus, il va falloir injecter ces compétences qui manquent dans les équipes projets traditionnelles en fiscalité sur ces aspects-là. Donc ça veut dire impliquer des experts fiscaux, notamment en matière de fiscalité indirecte, lors du paramétrage des systèmes d'information. Tout à fait. Travailler main dans la main avec les ingénieurs. Voilà, absolument, parce que même chez l'ensemble de nos clients, il y a quelques experts fiscalistes, mais en vrai, leur premier métier n'est pas de faire de la fiscalité. Leur premier métier, c'est effectivement de vendre à leurs clients, in fine. Et donc, effectivement, il va falloir injecter cette compétence qui n'est pas toujours là. D'ailleurs, Jean-David, n'existe-t-il pas des spécificités dans la réforme TVA sur les plateformes? Si, alors comme vous l'expliquiez, Hugues, un des événements innovants de la réforme concerne les marketplaces. Traditionnellement, d'un point de vue purement juridique, les marketplaces ou plateformes informatiques avaient soit un statut d'acheteur-revendeur, soit un statut qu'on qualifie d'intermédiaire transparent, c'est-à-dire un intermédiaire qui agit au nom et pour le compte d'un mandant. En l'occurrence, c'était généralement le vendeur. Ça peut être l'acheteur dans certains cas, mais c'est généralement le vendeur. Lorsque on était en intermédiation transparente et qu'on avait des vendeurs, notamment particuliers, établis en dehors de l'Union européenne, ces vendeurs ne s'immatriculaient pas à la TVA dans les pays de l'Union. Et donc, tout ce flux économique échappait à l'impôt. L'idée de la Commission européenne, relayée par l'ensemble des administrations fiscales des États membres, a été de dire, l'information, où est-elle? Elle est
chez les plateformes. Donc, il faut aller chercher l'information sur les plateformes. Les administrations sont allées plus loin. Elles considèrent que dans un certain nombre de cas, ces plateformes deviennent redevables de la TVA. Comment elle le fait ? Par une fiction fiscale. Elle considère que à partir du moment où la plateforme intervient ou s'intermédie dans la transaction, bon, je vous passe les détails techniques sur ce qu'on entend par intermédiation, mais lorsqu'elle s'intermédie dans ces transactions, elle va être considérée comme redevable parce qu'elle est considérée comme acheteur-revendeur dans tous les cas. Quand bien même, d'un point de vue juridique, elle demeurerait intermédiaire transparent. Donc via cette fiction fiscale, les administrations vont pouvoir appréhender ces flux. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'il va falloir distinguer deux flux transactionnels et parfois deux flux physiques sous-jacents. Le premier flux qui est un flux de vente entre le vendeur et la plateforme, qu'il va falloir appréhender fiscalement, et le flux entre la plateforme et le particulier, client final. Et en fonction de la localisation du bien au moment de la deuxième vente, il y aura un certain nombre de règles fiscales à respecter, des règles de territorialité, des règles de redevable et des règles de base d'imposition. Mais qui nécessiteront en amont, et c'est là où on en revient à ce qu'expliquait Hugues à l'instant, c'est-à-dire un mapping des flux dans les systèmes d'infos, savoir bien appréhender les bonnes informations dans les systèmes d'infos pour pouvoir arriver à un processus de déclaration fiscale qui soit en adéquation avec le système d'info, avec la compta, avec le système de facturation. Et selon vous, Hugues, les systèmes d'information sont prêts pour appréhender ces nouvelles obligations fiscales ? Je pense qu'aujourd'hui, même si la loi est déjà finalement en vigueur aujourd'hui, les habitudes d'intégrer des règles de fiscalité aussi complexes et avec des enjeux finalement aussi importants, parce que évidemment les pénalités sont à l'avenant des responsabilités qui sont celles des opérateurs, n'est pas encore assez présente aujourd'hui dans les équipes qu'on voit sur le terrain. Et donc ça se sent dans les systèmes. Certains acteurs leaders, oui, sont plus près que d'autres. Après, sur l'ensemble du marché, on sent que même les principaux éditeurs de solutions packagées dont on parlait tout à l'heure, toutes les versions, c'est pas vrai, ne sont pas à jour aujourd'hui. Ça travaille, hein, mais on n'est pas encore là. Donc, pour nous, hein, dans les mois et peut-être quelques années qui viennent, il y a un vrai travail de rattrapage à faire, ou comme je le disais tout à l'heure, hein, il y a vraiment une injection d'expertise à faire avec des équipes qui historiquement n'ont pas cette culture de la fiscalité, et peut-être malheureusement ça peut se faire au détriment de la productivité, d'aller chercher du gain business direct pour ces plateformes, puisqu'elles vont devoir prioriser leur roadmap, prioriser leurs besoins, et ben là la fiscalité s'est fait une place dans le backlog, hein. Il va falloir faire des arbitrages. Peut-être une dernière question pour vous, Jean-David. Qui est responsable d'assurer la bonne mise en œuvre justement de cette réforme ? Est-ce que c'est le vendeur ? Est-ce que c'est la marketplace ? Je dirais que c'est l'ensemble des acteurs. Ce n'est pas parce que les plateformes deviendront redevables sur un certain nombre de flux que ça exonère les vendeurs de certaines obligations fiscales qui pourraient exister à leur niveau, des obligations aussi contractuelles vis-à-vis des plateformes, de s'assurer que les relations contractuelles prévoient bien l'intégralité de la collecte d'informations à des fins fiscales. Quant au client final, dans un certain nombre de cas avec cette réforme, il peut être aussi considéré comme importateur et subir une fiscalité. Donc je dirais que c'est un petit peu l'ensemble des acteurs qui doit s'interroger sur les droits et les obligations à chaque niveau pour pouvoir être en totale conformité fiscale. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir échangé sur ce sujet passionnant qui, je pense, va continuer de nous occuper pendant encore quelques mois, effectivement, comme le disait parfaitement Hugues. Notre web-série touche maintenant à sa fin. Nous espérons que ces épisodes vous auront permis de mieux appréhender les grands enjeux et les tendances du développement d'une stratégie digitale et omnicanal. N'hésitez pas à revisionner l'ensemble de nos épisodes sur notre site ey.com. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.